En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que je suis absolument pas sûr de moi dans tout ce que je fais. On pourrait croire que je suis quelqu'un d'assez sûr de lui, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça aussi, peut-être que j'ai commencé par la compétition, besoin justement de se mesurer aux autres, de se rassurer. Et puis, j'avais toujours besoin que mes parents me disent « Waouh, c'est trop cool ». Et je me souviens, la première compétition que j'ai faite en natation, mes parents étaient venus avec moi, ils m'avaient accompagné. Et j'ai vu dans leur regard une certaine fierté, alors que c'était une petite compétition départementale, mais j'ai vu une fierté comme si notre enfant il va au foot et qu'il marque un but, quoi. On est fiers, on est content, quoi. On dit ah c'est mon fils celui-là ou c'est ma fille, quoi. Et ouais, franchement quand j'ai vu ça dans le regard de mes proches, je me suis dit ah ouais écoute, moi je kiffe, mes parents ils ont l'air de kiffer me voir faire ça, vas-y continue, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Théo Curin. À l'âge de 6 ans, Théo doit subir une amputation des 4 membres suite à des complications liées à une méningite à méningocoque. Fort d'une volonté à toute épreuve et d'un entourage éminemment bienveillant et résolument optimiste, Théo repart vite de l'avant et se projette dans le sport de haut niveau, et plus particulièrement la natation. Il va y briller à haut niveau en glanant de nombreuses médailles à l'occasion de différents championnats du monde et d'Europe. Il prend cependant la décision de tourner cette page au plus haut niveau à l'âge de 20 ans seulement pour se consacrer désormais à des défis d'envergure. C'est aujourd'hui 3 de ces défis incontestablement épiques qu'il va partager avec nous dans cet épisode en 2 parties. Son Half Ironman au Sable d'Olonne, le défi Titicaca, une traversée de 108 km du lac du même nom dans une eau à 12 degrés en totale autonomie. Un projet collectif entrepris avec Malia Metella, vice-championne olympique de natation, et l'éco-aventurier Mathieu Wittvoet. Enfin, Théo nous fera vivre sa course Santa Fe Coronda, une redoutable épreuve de 57 km à la nage dans des eaux argentines redoutablement hostiles. Mais je ne vous en dis pas plus. Théo va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Vivre ses rêves. Cet épisode vous est proposé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, fidèle partenaire de Théo, qui accompagne au quotidien ses 5 millions de bénéficiaires en santé, prévention et prévoyance et donne à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et de la société. Convaincu que le sport est un puissant déterminant de santé, Harmonie Mutuelle se mobilise pour mettre la France en mouvement. Entre événements sportifs, actions de prévention et services auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle entend sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique au cœur des territoires et au sein de ses entreprises clientes. Salut Théo. Salut Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? Ça va très très bien, même s'il pleut à Paris là aujourd'hui. C'est pas qu'il pleut, c'est le déluge là. T'as dû croiser l'Arche de Noé avec 2 girafes, 2 éléphants, 2 lions là qui essayaient de s'échapper. Non, c'est une catastrophe. J'aurais pu nager dans Paris, je pense, mais vraiment dans les rues de Paris. Ouais. On est content pour nos nappes phréatiques. Ouais, exactement. On dit merci à ces nuages. Bien sûr. Théo, on enregistre cet épisode le 10 mai. C'est une date qui a marqué l'histoire à de nombreuses reprises. Je suis sûr que tu le sais. Puisqu'en 1503, Christophe Colomb a découvert les îles Caïmans, qui est Lacoste, j'imagine. Louis XVI accède au titre de roi de France à la suite de la mort de son grand-père paternel et prédécesseur Louis XV. En 1968, il y a les barricades, c'est mai 68 et ça tourne mal dans le quartier latin à Paris. En 1994, il y a Nelson Mandela qui est élu président de l'Afrique du Sud. Et en 1963, les Rolling Stones ont enregistré leur premier single de leur histoire. Okay. Quel moment t'aurais aimé vivre dans tout ça ? La découverte des îles Caïmans avec Christophe Colomb, Louis XVI sur le trône, mai 68, Nelson Mandela ou le Rolling Stone ? Si t'avais pu te téléporter là. Franchement, j'hésite entre Christophe Colomb et Nelson Mandela. Mais je dirais Nelson Mandela, ouais. J'aimerais passer une journée avec lui, ouais. J'aurais aimé. Ouais, c'est un peu, je suis en train de réfléchir, malheureusement, Nelson est parti. Non, mais non, franchement, c'est fait partie des personnes ultra inspirantes du monde et même un petit-déj, partager ça avec lui. Je dis pas que le petit-déj avec toi est pas bon, mais avec Nelson Mandela, ça a quand même un peu de la gueule. Ça pèse. Ouais. Il est souvent cité dans le podcast d'ailleurs avec la citation « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Exactement. C'est une citation que les gens aiment beaucoup s'appliquer.
Théo, avant qu'on se lance dans nos échanges, je veux juste préciser à nos auditeurs que cet entretien sera disponible en 2 volets. Donc, on va commencer par le premier, ça semble assez logique. Voilà, tu as beaucoup de choses à partager avec nous. En tout cas, c'est clair. Théo, tradition oblige, question d'ouverture de podcast, forcément. Je vais te demander de te présenter, mais je vais un peu corser l'exercice. Je vais te demander de te présenter en un mot, un adjectif. Waouh, j'ai eu peur. J'ai cru que tu allais dire en anglais, parce que là, franchement... en sud-africain. Voilà. En un mot, waouh, c'est pas facile. Je dirais ambitieux. Après, ça fait un peu le mec qui se la joue, tout ça. Mais ouais, je dirais ambitieux. Il faut être ambitieux. On a le droit, en France, c'est pas toujours bien perçu, mais c'est chouette. Ouais, ça veut dire avoir des objectifs et puis se donner les moyens d'y arriver. Exactement. Franchement, oui, sans prétention aucune. Ouais, je dirais ambitieux dans les choix que je fais parfois. Moi, j'ai droit à beaucoup plus de mots que toi. Je sais, c'est un peu de la triche. Tu as fêté il y a peu tes 23 ans. Tu es un ancien athlète paralympique, adepte de défis sportifs d'envergure. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Modèle, acteur, chroniqueur, auteur du livre La chance de ma vie, notamment, conférencier. Tu es touche à tout. Hein. Globalement, il n'y a que peut-être les pronostics hippiques ou la peinture contemporaine. Peut-être tu n'es pas encore touché, à moins que ça m'ait échappé. Non, pour le moment, pas encore. Bientôt. Voilà, exactement. Théo, pour remonter un peu le temps, et revenir sur ton parcours de vie, donc tu as contracté à l'âge de 6 ans une méningite à méningocoque de type C compliquée d'un purpura fulminant, ce qui a entraîné l'amputation de tes 4 membres. Tu as ensuite passé 2 ans à l'hôpital, en centre de rééducation. Quelles ont été pour toi les choses les plus difficiles à réapprivoiser et à réapprendre au quotidien ? En fait, c'est pas tant l'hospitalisation et c'est pas tant la rééducation, tout ça qui a été le plus difficile. Le plus difficile, ça a été le moment où je suis sorti en fait de ces endroits, que ce soit l'hôpital ou le centre de rééducation, où on est surprotégé. On se rend pas forcément compte de ce qui est en train de se passer parce qu'on est qu'avec des personnes qui se retrouvent un petit peu dans la même situation que nous. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, en tout cas ce qui a été le plus compliqué pour moi à l'époque, ça a été de ressortir dans la rue, de retourner à des endroits dans lesquels j'étais allé avant de tomber malade et de voir que tout était différent. Ma perception des choses, parce que j'étais en fauteuil à ce moment-là, et puis le regard des autres aussi, qui a été vraiment très très compliqué pour moi à l'époque, ouais. Est-ce que tu as réussi très vite à te projeter sur des perspectives, sur de l'espoir, des envies, des rêves ? Et puis est-ce que tu t'es senti pleinement encouragé, accompagné dans cette démarche-là de se projeter tout de suite, ou en tout cas aussi vite que possible vers des choses positives ? En fait, dans mon malheur, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Cette chance, c'est d'avoir été ultra bien accompagné par des proches surmotivés, que ce soit mes parents, que ce soit ma grande sœur Océane, que ce soit mes amis. C'est vraiment cet entourage qui m'a permis d'aller de l'avant, de me lancer des objectifs très rapidement, malgré mon jeune âge, parce que j'ai à peine 7 ans quand je sors de l'hôpital, tout ça. Mais très très rapidement, j'ai eu envie de me battre et d'aller au-delà de cette maladie et de ce moment un peu difficile qu'on était tous en train de vivre. Tu n'as pas de souvenir avant tes 6 ans, de ce que j'ai compris ? Est-ce que c'est, tu penses, une démarche psychologique indispensable ? Est-ce que ça s'est fait par la force des choses parce que c'est l'âge qui veut ça ? Ouais, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Franchement, je pense que si j'avais encore mes souvenirs d'avant, tout ça, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Mais je pense que le corps humain est super bien fait en fait, et le cerveau aussi. Franchement, j'ai l'impression que mon cerveau a fait abstraction de tout ça pour mon bien-être. En tout cas, c'est absolument pas voulu, parce que même des fois, j'aurais bien aimé me dire je me souviens de ce jour-là, tout ça, ou même quand je réouvre des albums photos, des albums de famille avec ma mère, et je me vois sur des photos, quoi. Je vois bien que c'est moi, mais par contre, je me souviens pas des moments-là. Mais au moins, j'ai pu faire le deuil de cette vie d'avant, même si j'aime pas trop le mot deuil, parce que le deuil, j'ai l'impression que c'est quelque chose, qu'on veut plus, enfin qu'on abandonne quelque part et qu'on laisse. Mais ma vie d'avant, elle a été quand même très jolie, elle a été très joyeuse, elle a été incroyable. Donc c'est vrai que c'était assez fou cette période-là où je perds un petit peu la mémoire. Est-ce que dans ces années-là, tu portais un intérêt déjà pour le sport, pour l'esprit d'aventure, pour les défis ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi dans tes jeunes années ? Pas du tout. Pour être très honnête avec toi, je détestais le sport. Je détestais le sport. Après, j'étais jeune, tu vois, je tombais malade à 6 ans.
Après, tu me diras, il y a des jeunes qui font du sport très tôt. Et à 6 ans, il y en a qui passent déjà beaucoup de temps sur des terrains, dans des milieux sportifs. Mais moi, j'aimais pas ça. Mes parents ont essayé de me faire plein de sports. Le foot, le basket, le judo, la gym, tous les sports qu'on a un peu à proximité de chez nous. Et en fait, à chaque fois, je faisais qu'un cours et j'y retournais pas parce que j'aimais pas me confronter aux autres. J'avais aucun esprit compétiteur. Puis en fait, moi, ce que je préférais faire, c'était passer du temps avec mes proches, passer du temps avec ma mère, quoi. J'étais vraiment en permanence dans les jupons de ma maman. Et même, tu vois, les week-ends, j'aimais pas dormir chez des amis, tout ça, parce que j'avais besoin de mon cocon, besoin de mon milieu où je me sens protégé. Et le sport, ouais, c'était trop. Tu t'exposais trop à l'autre ou à des choses que tu connaissais pas. Et j'aimais pas ça du tout. C'est fou, hein. Ouais. Ça a bien changé depuis. Ça a bien changé, effectivement. Ouais. C'était quoi tes rêves de gosse? Tu te projetais? Est-ce que tu imaginais ton avenir? Franchement, je pense comme beaucoup d'enfants, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, on a tous des rêves, notamment professionnels. On a tous dit un jour à nos parents, moi je rêve d'être ci, moi je rêve d'être ça. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être pompier ou en tout cas militaire. Je voulais être dans un de ces métiers et ouais, ça m'a toujours fait rêver ces deux métiers-là. Je sais pas lequel j'aurais choisi si c'était possible, mais je sais que j'aurais fait ça, ouais. Mais voilà, ça s'est pas passé et il y a pas de regret, il y a pas de tristesse sur ces rêves d'enfant parce que par exemple, pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis le parrain d'un régiment militaire en Lorraine où je suis né. Et je trouve que la boucle, elle est bouclée, quoi. C'est un rêve d'un jour devenir militaire. Bon, je suis pas militaire, mais j'ai quand même un pied, sans mauvais jeu de mots, dans le régiment. Donc, non, on a tous des rêves de gamin. Et moi, je voulais aller au front, défendre mon pays. Je disais ça quand j'étais gamin. Et puis, je voulais aider les autres, ouais, surtout. C'est ça, je voulais dire. Si t'étais d'aide de venir contribuer à se sortir l'autre d'une situation inconfortable ou de protéger effectivement les tiens ou ceux qui sont chers. Donc, c'est ça. C'est déjà des belles valeurs qui étaient ancrées en toi. Ouais, c'était cool. Il y a un sport qui a trouvé un peu plus tes faveurs à l'âge de 7 ans, c'est la natation. Qu'est-ce qui a fait que cette discipline elle a trouvé un tel écho en toi? C'est quoi le Théo d'avant et d'après bassin? Ça n'a pas été forcément très simple, mais qu'est-ce que tu as apporté plus spécifiquement à la natation, là où tu rejetais plutôt les autres sports? La natation, en fait, elle m'a redonné confiance en moi. C'est vrai que j'étais de plus en plus autonome en sortant de rééducation. J'arrivais à faire tout un tas de choses tout seul et ça, c'était vraiment mon objectif au quotidien, c'était de demander le moins d'aide possible aux autres. Mais il y a encore une chose qui restait difficile, c'était le regard des autres. Et puis, j'avais du mal à appréhender ce nouveau schéma corporel, ces cicatrices que j'ai sur les bras, que j'ai sur les jambes. Et en fait, la natation, ça m'a permis de passer au-dessus de ça parce que quand je vais faire mes courses, quand je vais au cinéma, je peux essayer de dissimuler un peu mes bras ou mes jambes. Quand on arrive à la piscine et qu'on est pratiquement à poil, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, dans un premier temps, ça a été très difficile d'aller à la piscine, de se montrer pratiquement nu, d'être confronté au regard des autres. Mais au fil du temps, c'est comme tout. On finit par s'habituer, on finit par plus s'en rendre compte. Et ça a été très bénéfique finalement dans l'acceptation de ta situation. Exactement, c'est ça. Puis à la fin, on finit par kiffer, quoi. Et ça a pris du temps. Hein. Je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, bien au contraire. Mais un jour, ça l'a fait, quoi. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis bien, là. Je suis heureux. Et c'est fou. À ta place. Ouais, vraiment, ouais. C'est un truc de dingue parce que je détestais l'eau avant et tout. Et pourtant, en fait, un jour, je me suis dit, c'est le seul endroit, en fait, qui va me satisfaire autant, quoi. Il y a un lien avec une personne en particulier à cette époque qui est Philippe Croison, que les auditeurs connaissent très probablement, plutôt des 4 membres qui a traversé la Manche en 2010. Ça s'est arrivé par hasard ou ça a été une volonté, c'était une rencontre qui a été provoquée, intentionnelle de ta part? En fait, ça a été provoqué surtout par ma maman, dans un premier temps, parce qu'elle a lu le livre de Philippe quand je sortais de l'hôpital et tout, quoi. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de se faire rassurer aussi un petit peu. Puis Philippe a sorti son livre à ce moment-là et elle l'a lu et un jour, elle vient me voir et elle me dit, je viens de lire un livre d'un monsieur qui a exactement le même handicap que toi, sauf que lui, c'est un adulte et en fait, il vit une vie tout à fait normale, il a des enfants, tout ça. Et moi, je trouve ça complètement fou, quoi. Et du coup, je lui dis, mais il faut le rencontrer, ce monsieur-là, quoi. Et on lui a envoyé une lettre. Et en fait, il a mis beaucoup de temps à y répondre à cette lettre parce qu'il était très ému qu'un enfant de 6 ans se retrouve un petit peu dans la même situation que lui. Et un jour, il m'a appelé, on a pris un rendez-vous, il est venu me voir en Lorraine. Et là, ça a été
ça a été le choc absolu. Je raconte souvent ça, mais c'est tellement beau, je trouve, sans même lui parler, en fait, juste en le voyant arriver devant chez moi, il m'a rassuré. Ok, instantanément. Instantanément, parce que déjà, je l'ai vu arriver en voiture. Et là, je me dis, waouh, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. C'était des exemples concrets, quoi. Et puis, il sort avec 2 belles prothèses en carbone, il marche super bien. Je me dis, waouh, je vais pouvoir marcher super bien avec 2 belles prothèses en carbone quand je serai grand. Et c'est pas fini parce que du côté passager de la voiture, il y a une nana qui est sortie. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, ça peut paraître. Tout redevenait possible, en fait. Voilà, exactement. Un peu différemment, mais tout était possible. C'est ça. En fait, j'avais l'exemple concret sous mes yeux que malgré notre handicap, malgré ce qu'on vit tous les deux, et bah, le mec a une vie quasi normale, quoi. Il est autonome, il peut conduire, il peut trouver l'amour, et ça rassure, quoi. Quand tu as 7-8 ans, tu te poses forcément un petit peu des questions. Et là, j'avais l'exemple sous mes yeux. C'était fou. Est-ce que tu étais du genre, à ce moment-là, à te poser des limites ou tu avais envie justement de ne pas te contraindre et d'essayer d'embrasser la vie autant que possible? Ou est-ce qu'on t'imposait par la force des choses des limites ou toi, tu avais envie de rien t'interdire? Moi, j'ai jamais eu envie de m'interdire des choses. Au contraire, y a rien de plus énervant pour moi. Même quand on me dit non, ça tu pourras pas le faire parce que c'est trop dangereux. Ça fait l'effet inverse. Ouais, c'est ça. Ça me motive encore plus et je veux limite montrer aux gens que bah du coup ils ont pas raison. Mais encore une fois, mon entourage a fait que j'ai ce discours-là aujourd'hui parce que eux aussi, ils m'ont toujours poussé à aller vers la difficulté quelque part. Ils m'ont jamais dit, mes parents m'ont jamais dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop ci, c'est trop ça. Mes parents, ils me disaient juste, fais attention à toi, mais vas-y, quoi. Et bah ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Oser, Vas-y, ose. Au pire, tu te casses la gueule, c'est pas grave. tu l'as dit tout à l'heure, la notion de compétition, en tout cas quand tu étais plus jeune, elle t'était un peu étrangère. Est-ce que c'est venu avec le temps? Est-ce que c'est devenu une source de motivation aussi dans ta pratique au fil du temps, avant qu'on parle de ton pôle espoir et puis de ta trajectoire de sportif de haut niveau? Comment est-ce que tu as senti gagner ça en toi, cet esprit de compétition? Est-ce que tu as le sentiment de l'avoir très développé même quand tu étais à haut niveau? Ou est-ce que tu n'étais pas un compétiteur né? Ça s'est construit comment tout ça? En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement et pareil en prenant mon temps. Mais c'est vrai que un jour, je me rends compte que l'eau, je suis trop bien dedans, que j'ai plus d'emmerde, quoi. J'ai plus de fauteuil, j'ai plus de prothèse, j'ai plus rien. Et ça, je trouve ça énorme. Et puis, un jour, quand tu as fait 1, 2, 3 kilomètres, tu dis, ça sert à quoi, là, ces 3-4 kilomètres? Est-ce que ça pourrait pas servir? Les carreaux, je les ai bien comptés. Voilà, il y en a là. 628, c'est bon. C'est bon, là, on a fait le tour. Maintenant, trouvez-moi des compètes, quoi. Et voilà, puis j'ai fait ma première compétition. C'est toi qui as émis le souhait d'aller sur la compète. Ouais. En fait, en faisant des rencontres au bord du bassin, y a un entraîneur qui m'a dit mais ce serait énorme que tu testes le handisport, il y a des compétitions qui existent, essaye tout ça. Et j'ai dit mais oui, c'est ça qu'il me faut là, j'en ai marre en fait de faire des allers-retours juste pour le plaisir entre guillemets, j'aimerais bien voir et tester une compétition. Et puis là, le jour où j'ai testé la première compétition, je me suis dit c'est ça que je veux faire. T'étais conquis, ça y est. Cet esprit de compétition, il était pour toi ou dans ton rapport à l'autre? Est-ce que cette compétition, elle était en opposition ou elle était vraiment pour toi, pour te réaliser et puis te dépasser? J'en sais trop rien. Franchement, je sais pas, mais peut-être aussi que ça m'a permis aussi de me rassurer un petit peu quand on se confronte aux autres. Ça permet aussi de se situer un petit peu, de voir un peu nos capacités, nos réactions aussi, parce que quand on nage juste pour le plaisir et puis le jour où on arrive dans un bassin avec d'autres compétiteurs et qu'on part au même moment, forcément on n'a plus le même état d'esprit. Mais je dirais que dans un premier temps, je le faisais un petit peu pour découvrir et pour me rassurer que j'en étais capable de faire de la compétition. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais sûrement les capacités et qu'il fallait que j'aille un peu plus loin, voir ce qui se passe là-bas. C'est toi qui l'as mesuré ou est-ce que tu as eu besoin aussi d'un regard extérieur pour adouber cette perception et te conforter dans ce truc-là? Ou est-ce que tu as été suffisamment sûr de toi à ce moment-là pour te dire ok, finalement j'ai des capacités et ça vaut vraiment le coup que j'appuie et puis surtout j'ai envie de le faire? Mais en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que je suis absolument pas sûr de moi dans tout ce que je fais. On pourrait croire que je suis quelqu'un d'assez sûr de lui, mais en fait pas du tout. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai commencé par la compétition, besoin justement de se mesurer aux autres, de se rassurer. Et puis j'avais toujours besoin que mes parents me disent waouh, c'est trop cool. Et je me souviens la première compétition que j'ai faite en natation, mes parents étaient venus avec moi, ils m'avaient accompagné.
Et j'ai vu dans leur regard une certaine fierté, alors que c'était une petite compétition départementale, mais j'ai vu une fierté comme si notre enfant il va au foot et qu'il marque un but, quoi. On est fier, on est content, quoi. On dit c'est mon fils, ou c'est ma fille, quoi. Et ouais, franchement quand j'ai vu ça dans le regard de mes proches, je me suis dit écoute, moi je kiffe, mes parents ils ont l'air de kiffer me voir faire ça. Vas-y, continue, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on cherche un peu tout le temps aussi, même à travers les âges et le temps. Je pense que cette reconnaissance-là, elle est aussi c'est clair. Importante. C'est hyper important, le regard des proches, rendre fiers les siens, il n'y a rien de plus beau, je trouve. Tu es parti de chez toi à l'âge de 13 ans pour rejoindre le Pôle Espoir France de natation à Vichy. On a l'impression que tu étais très intimement lié au tien. Est-ce que ça a été un déchirement et un déracinement, ou est-ce que toi, tu l'as très vite vu comme une opportunité de te construire, d'avancer, de vivre pleinement aussi ses ambitions sportives ? Écoute, tu as très bien résumé. En fait, c'est un peu des deux. Ça a été une grande opportunité pour moi de partir là-bas. On passait de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. Donc forcément, c'est un cap et c'est quelque chose assez dingue. Dans des conditions de haut niveau, donc avec du staff autour de nous, avec des kinés, avec des médecins, avec des diététiciens, avec un coach, etc. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le petit Théo qui a 13 ans à l'époque et qui est pas encore tout à fait autonome, qui est encore très très proche de ses parents, tout ça. Et donc ça a été un peu un déchirement au départ, hein, je vais pas le cacher. J'ai chialé une paire de fois sous la douche à Vichy parce que mes parents et ma sœur me manquaient. Mais justement, il y a pas de fumée sans feu, quoi. C'est grâce à ça que je pense que j'ai progressé, parce que j'avais cette hargne en fait de me dire t'es pas en train de faire tous ces sacrifices pour rien, quoi. Ça va finir par payer et il faut passer par là. C'est ce que je me disais. Il faut passer par là, c'est obligatoire. Si on observe ton parcours de vie, on voit que la précocité, c'est une notion qui est très présente, c'est une ligne vraiment directrice de ta vie. T'embrasses tout à fond. Est-ce que c'est ce côté insatiable, peut-être hyperactif? Est-ce que c'est révélateur d'une nature impatiente, ou est-ce que c'est aussi la preuve d'une grande maturité? Comment est-ce que tu expliquerais, peut-être que je me trompe dans cette analyse, mais on a l'impression que tu fais tout très vite, très tôt, très fort. Je pense que je suis un petit peu hyper actif. J'aime aller vite. Et en fait, je vis vraiment tout au jour le jour et à fond, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, je me tape des downs d'un coup, quoi, parce que des fois, mon esprit me dit là, stop, là, ça va trop vite, c'est aller trop loin d'un coup. Des fois, il faut se reposer. Donc des fois, pendant un week-end, pendant 2 jours, je fais plus rien, je suis dans mon appart, parce qu'encore aujourd'hui, c'est le cas, et du coup, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer. Mais je fonctionne comme ça, j'ai vraiment besoin de vivre tout à 100 000% et d'apprendre. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi je suis autodidacte dans tout ce que je fais aujourd'hui, et c'était pareil quand j'étais jeune et j'avais envie d'apprendre. Moi je suis parti à Vichy pour faire sport-études, mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque j'avais pas un haut niveau de dingue non plus, quoi. Donc je suis arrivé là-bas avec certaines capacités, mais avec pas beaucoup de technique, etc. Et c'est là-bas que j'ai appris, en fait, on va dire les bons gestes, et j'ai appris réellement à bien nager, quoi. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est quoi justement le principal enseignement de ces années au Pôle France? Est-ce que c'est ce que tu dis, à la fois développer tes compétences techniques, mais est-ce qu'il y a une notion peut-être de discipline aussi, qui est, je pense, très importante dans la réalisation des défis que tu t'imposes depuis, puis de ta pratique de haut niveau ensuite? Qu'est-ce que tu retiens, toi? Est-ce qu'il y a des phrases clés ou une approche qui t'a vraiment structuré et dont tu gardes aujourd'hui l'héritage dans l'homme que tu es devenu? Mais je pense que c'est la rigueur. Il y a pas de secret. La rigueur, c'est l'élément principal quand on est sportif de haut niveau. Franchement, je suis arrivé là-bas, j'étais encore un enfant à 13 ans. On devient des petits rebelles, on a envie de se coucher tard, on a envie de regarder des films et des séries jusqu'à 2h du mat, mais quand tu te lèves à 5h30 pour aller être dans l'eau à 6h45, forcément tu peux plus te coucher à 2h du mat. Donc il y a cette rigueur-là, on va dire, de timing, et il y a vécu ça de façon très contrainte? C'était difficile pour toi? Au départ, ouais. Et en fait, à la fin, c'est devenu automatique, quoi. C'était encore une fois, il faut passer par là, quoi. C'est obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais si je veux un jour que ça fonctionne, il faut passer par là. Donc il y a cette rigueur, et j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que j'ai été accompagné par un coach extraordinaire, Fabien, qui m'a entraîné pendant 7 ans là-bas, et c'est, je pense, le coach le plus merveilleux qui puisse exister, parce qu'il m'a fait progresser, il m'a appris aussi ce sport, il m'a appris tous les à côté, et puis sans jamais me
me gronder sans jamais me gueuler Toujours dessus. constructif. Mais ouais, mais en fait, tu vois, il y a des fois, on voit tellement de coachs qui gueulent sur leurs athlètes, etc. et tout, et c'est leur manière de fonctionner. Et puis les athlètes, des fois, ont besoin de se faire disputer. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui est quand même assez émotif et qui a du mal à recevoir les coups, quoi. Et mon coach l'a très très bien compris. Et donc en fait, dès qu'il était énervé contre moi, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, bah il m'engueulait pas, il me faisait comprendre que ça allait pas, mais en restant très doux, en restant constructif, en restant sain, quoi. Et tout de suite on s'est compris et c'est pour ça que ça a fonctionné pendant 7 ans à fond, quoi. Ouais, une grande sensibilité en tout cas. Ouais, carrément. À l'écoute. Ouais. T'as un palmarès sportif qui a été remarquable ensuite à haut niveau, là, marqué aussi par ta précocité. Médaille d'argent en 2016 au championnat d'Europe, 4e au JO de Rio. Tu étais le plus jeune de la délégation paralympique, 16 ans à l'époque. Argent sur 100 mètres et 200 mètres nage libre au championnat du monde en 2017. Le bronze en 2019. Bref, plein de performances absolument remarquables. Est-ce qu'il t'en reste des choses aujourd'hui? J'imagine que oui. Est-ce que ça constitue ce que tu es? Ça t'a aussi donné confiance, ces accomplissements sportifs au plus haut niveau? C'est des choses qui et cette discipline, aujourd'hui, tu la portes encore en ce que tu es au quotidien? Bien sûr, mais en fait, c'est déjà une découverte d'un milieu que jamais j'aurais imaginé découvrir, quoi. Pour moi, le sport de haut niveau, c'était inaccessible, quoi. C'était pas pour moi. Donc déjà, c'est une découverte. C'est de voyager aussi. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, mes parents avaient pas forcément les moyens de voyager en vacances, tout ça. Donc en fait, mes premières compétitions internationales, ça a été mes premiers voyages à l'étranger. Donc ça a été dans un premier temps une découverte du monde, entre guillemets, puis une découverte aussi personnelle, parce que je soupçonnais pas les capacités que j'avais à réagir au stress de la compétition, etc. Après, il a fallu s'entraîner pour tout ça. Mais tu te sentais à ta place? Je me sentais à ma place. Ouais, franchement, je me sentais à ma place. C'était pas un hold-up, quoi, parce que je travaillais dur pour être à ces compétitions. Tu as abandonné ensuite ce projet olympique et le haut niveau traditionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu étais amené à prendre ces décisions? C'est des considérations plutôt réglementaires qui ont fait que tu as été obligé un peu de réangler finalement ta trajectoire sportive? Ouais, c'est vrai que ça a été une décision très compliquée pour moi parce que je faisais face à des problèmes de classification. Il faut savoir qu'en natation paralympique, il y a 10 catégories par rapport au handicap de chacun. S1, c'est les handicaps les plus lourds. S10, c'est les handicaps les plus légers. Moi, j'étais en catégorie S5 et en fait, au championnat d'Europe de Dublin, j'y suis allé avec quand même pas mal de confiance parce que l'année d'avant, j'avais fait 2 médailles d'argent juste derrière un Brésilien au championnat du monde. Et l'année d'après, c'était les championnats d'Europe de Dublin. Et je me dis, si je suis pas trop con, il y aura pas le Brésilien. Normalement. Donc, sauf si c'est fait naturaliser slovaque entre-temps. Et ça, ce serait vraiment pas de bol. Ça serait vraiment pas de chance. Je pense que c'était le pire truc qui pouvait arriver. Et en fait, je vais à Dublin avec un peu de confiance. Et je vois sur la start list, la veille de la course, que il y a 2 nageurs italiens que je connais pas et un espagnol. Et en fait, aux séries du matin, ils m'ont mis 20 secondes dans la tronche sur un 200 mètres. Donc 20 secondes déjà en natation sur un 200 mètres, c'est énorme, hein, c'est une vie. Normalement, ça se joue à 1 seconde près, grand max. Et en fait, c'était simple. Moi, je suis amputé des 4 membres. Eux, ils étaient en fauteuil, mais ils avaient leurs 2 mains. Donc forcément, ils étaient très avantagés. Et voilà, là, c'est la réglementation qui avait évolué, c'est ça en fait? Comment? C'est la réglementation qui avait évolué? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés dans le même bassin? Honnêtement, c'est incompréhensible. Okay. Il y a plein d'athlètes qui font face à des problèmes comme le mien. Il faut savoir que dans le sport en général, chez les valides, tout ça, on parle beaucoup du dopage, tout ça. Mais dans le paralympisme, il y a le dopage. Et puis, il y a aussi les magouilles des classifications. Parce qu'il s'avère que il y a des classificateurs à l'international qui sont espagnols, italiens, américains, et puis qui poussent un peu les dossiers des athlètes de leur nation. Et puis, nous, les Français, on n'a aucun classificateur à l'international. Donc, du coup, il n'y a personne pour nous défendre là-haut. Après, on a bien compris le message. Ça bricole un peu. Ça bricole carrément. C'est des mécanos, en fait, les mecs. Hein. Ils sont sous une bagnole et ils changent le pot d'échappement. Là. Putain, ni vu ni connu. Voilà, c'est ça. Et c'était pas ton combat, en gros. Toi, c'était pas l'idée de partir au front pour... voilà. Exactement. En fait, des fois, on me dit, des fois, t'as
t'as pas eu envie de te battre justement pour essayer de faire changer les choses avec ta petite médiatisation, t'aurais pu faire parler du truc et tout. J'en ai parlé, mais par contre, je voulais pas passer ma vie à faire de la politique, quoi. Moi, c'est pas du tout mon milieu, c'est pas un truc que j'aime de ouf. Et puis moi, je suis sportif, quoi. Je suis pas dans les bureaux et je vais pas faire tous les bureaux du monde pour essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, je fais passer le message comme je le fais aujourd'hui, mais voilà, il était hors de question pour moi que je passe encore plus de temps dans ce milieu-là. Est-ce que tu as à nouveau réussi à transformer finalement cette fin de carrière paralympique en une opportunité ? Il y avait cette idée de défi qui est ensuite née, cette envie de créer finalement toi tes rendez-vous et les choses qui comptaient pour toi. Comment est-ce que tout ça est arrivé ? Est-ce que ça arrivait vite ? Ça arrivait assez vite parce que c'était assez urgent, hein, pour être honnête. Voilà, je reviens des championnats d'Europe de Dublin, je suis dégoûté. En plus, on rentre en France et puis c'est le premier confinement qui arrive et tout. Donc en fait, c'est un peu la misère. C'est un peu la misère. Donc, je rentre chez mes parents qui sont en train de divorcer en plus. Donc là, c'est encore plus la misère. Vraiment, en termes de Thanos, là, on ne pouvait pas faire plus. Mais je rentre et là, je suis dépité, je suis triste et je suis à bout, quoi. Et j'appelle Anne, mon agent, tous les jours. Je dis, putain, je sais pas quoi faire, Et un jour, je craque et je lui dis, je vais arrêter la compétition parce que je me vois plus, en fait, continuer à faire autant de sacrifices pour finir 4e toute ma vie. C'est pas du tout ma vision en fait du sport et du coup elle m'a dit ok, pas de souci, mais qu'est-ce que tu veux faire? On annonce ta retraite à 20 ans. Je dis ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu tôt quand même. Et pas tous les trimestres encore. C'est ça. Et du coup elle m'a dit mais pourquoi tu créerais pas tes propres défis ou c'est toi qui définis tes propres règles, pardon. Je lui dis ouais, c'est une très bonne idée. Puis on a commencé à écrire ma première expédition qui a été la traversée du lac Titicaca. On va parler de tous ces défis qu'on va appeler course épique exceptionnellement aujourd'hui. Face à ces défis, tu as quel tempérament? Est-ce que c'est toi qui es à l'initiative, tu les portes, ou est-ce que tu es plutôt le premier à suivre dès qu'on te propose quelque chose à suivre? Est-ce que tu es plutôt tempéré, tu as besoin du temps d'analyse avant de te dire ok, ça c'est la bonne idée, c'est le bon projet pour moi? Ça change un petit peu avec le temps, hein. C'est vrai, quand on grandit, quand on vieillit, on s'assagit un petit peu. Je t'avoue que franchement, voilà, quand on a commencé à écrire Titicaca, je voulais que ça se fasse direct, tout ça. Quand Titicaca est passé, au début, je disais non, plus jamais de ma vie. Puis en fait, direct après, j'ai voulu refaire un truc. Et là, je t'avoue que je suis en train de préparer une future aventure pour avril 2024. Mais je sais qu'après, je ferai une petite pause et que je vais calmer un peu les choses d'un point de vue sport, entre guillemets, extrême. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Mais c'est un bonheur absolu. Donc, avant, j'étais un fonceur. Dès qu'on me proposait un truc, je fonçais. Et puis maintenant, je préfère mettre un petit peu des bases, des barrières à ne pas franchir, tout ça pour justement pas aller trop loin. C'est quoi pour toi les indispensables ingrédients d'un défi sportif qui est réussi? Il y a le défi en lui-même, mais je pense qu'il y a aussi la notion de sens qui est indissociable de ce projet-là, qui est plus global en fait que ta seule performance sportive. C'est aussi ça que tu cherches désormais beaucoup? Ben ouais, c'est ça. Je pense que l'ingrédient principal, c'est pourquoi. Pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi tu as envie de faire un défi à tel endroit, sur telle course, sur telle discipline et avec telle personne? Pourquoi? Et aujourd'hui, justement, c'est ce que j'avais envie de trouver pour le prochain défi que je vais faire. C'est ok, maintenant, tu as montré que tu étais capable de faire des traversées et tout ça, mais c'est bien beau de faire les concours de celui qui pisse le plus loin, mais est-ce que tout ça peut pas servir à une cause, à quelque chose? Donc, le prochain défi que je ferai en Afrique du Sud, il y aura 50% de défis sportifs et 50% de défis humanitaires. Et c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, quoi. C'est d'aider les autres à travers une aventure humaine et sportive. Je ne suis pas certain qu'il y ait une réponse unique à ma prochaine question, mais est-ce qu'il y a un moment que tu préfères dans un défi au global? Est-ce que c'est la phase préparatoire, c'est quelque chose qui t'excite beaucoup, à la fois la prépa physique, mais toute la logistique et tout ce que ça implique en communication, etc. Est-ce que c'est l'effort dans lui-même? Est-ce que c'est l'accomplissement de réussir un effort? C'est a posteriori tout ce que ça a déclenché comme écho? Est-ce qu'il y a un moment qui t'est particulièrement cher? Ou est-ce que c'est vraiment c'est tout le chemin finalement? C'est une très très bonne question, mais elle est complexe. Comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Ça dépend des défis déjà. Tu vois,
Titicaca, par exemple, le moment que j'ai le plus préféré, ça a été l'arrivée et de partager ça avec Malia et Mathieu qui ont réalisé cette traversée avec moi. Ça a été fort parce qu'on a vécu 11 jours sans dormir presque, avec des conditions climatiques extrêmes, tout ça. Donc l'arrivée, c'était quelque chose de fort. Et puis des fois c'est à d'autres moments, par exemple l'Argentine, là ma dernière course de 57 km, la Santa Fe Corona que j'ai faite tout seul. À l'arrivée, j'avais tellement mal à mon épaule parce que je me suis blessé que j'ai pas pu savourer en fait cette arrivée. Donc ça a été plus en fait les derniers kilomètres qui ont été incroyables pour moi. C'était ça, ce moment-là qui a été fort dans ma tête. Donc en fait, ça dépend à chaque fois. Mais je t'avoue que les préparatifs d'un défi, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress parce qu'il faut trouver de l'argent, parce qu'il faut trouver des sponsors, parce qu'il faut faire tout un tas de démarches. Après, encore une fois, hein, je fais absolument pas tout le boulot. Bien au contraire, je suis entouré par une équipe qui s'occupe de la conception des projets. Mais ça me stresse tout ça. On est toujours un peu stressé parce qu'on a peur qu'en fait, le projet ne voit pas le jour par manque de financement, par manque de visibilité ou par manque d'entraînement. Aussi. Et là, j'en viens là. Mais moi, il faut savoir que je déteste m'entraîner. Okay. J'aime pas m'entraîner. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer, qui aime la compétition maintenant. J'aime vraiment la compétition. J'aime vraiment me challenger, aller dans le dur, etc. Mais pas à l'entraînement. Je suis pas quelqu'un qui aime l'entraînement. Donc, ça a toujours été le cas ou plus ça va, plus ça s'accentue avec le temps? En tout cas, dans le cadre de ces défis-là, ça te barbe un peu plus? Franchement, ça a toujours été un peu le cas. À Vichy, je me souviens, Fabien, mon coach, était toujours obligé d'essayer d'imaginer des trucs à l'entraînement, des courses, des scénarios, des trucs. Il mettait un nageur valide à côté de moi. Le nageur valide se mettait un peu à ma vitesse et puis il me disait, lui c'est Mullen, donc c'était un concurrent anglais. Lui c'est Perkins Roy, l'américain. Et puis du coup, faut pas qu'il te dépasse. Toujours, voilà, il faut me mettre des petites goodies autour de moi. Ouais, rendre ludique en fait l'expérience. Parce que je reste un enfant en fait dans ma tête, je crois. Et pour moi, le sport, c'est pas quelque chose de grave. Ça doit rester quand même un kiff. Et moi, le sport, en fait, je trouve ça kiffant. Il faut faire des trucs drôles, enfin des trucs qui nous mettent un peu en haleine pendant les moments un peu chiants, quoi. Et par contre, quand il s'agit du jour J, que ce soit une course, une compétition, que ce soit un défi sportif, Titicaca ou la course en Argentine, mais ce jour-là, en fait, je change d'état d'esprit, je deviens un compétiteur et s'il faut nager jour et nuit pendant plusieurs jours, je le ferai, quoi. Mais l'entraînement, ça n'a jamais été mon grand truc. Tu l'as évoqué, cette notion d'équipe, elle est centrale. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu le panorama de tes piliers aujourd'hui, les gens qui t'encadrent, qui t'aident et leur sphère d'intervention sur chacun et à quel point ils te font avancer? Mais c'est vrai que, on parlait tout à l'heure des aliments qu'il faut avoir, je sais plus le terme qu'on a utilisé, mais des aliments qu'il faut avoir pour réussir un défi. Des ingrédients, ouais. Des ingrédients, voilà, des aliments. Ça peut être des aliments. Un des ingrédients principaux pour faire un défi, c'est de créer une équipe. Déjà, c'est quand même hyper important, parce que moi, toutes les petites choses que j'ai faites déjà aujourd'hui, tout seul, j'aurais été incapable de le faire. Donc déjà il y a Anne, mon agent, ma manageuse qui me connaît depuis que j'ai 12 ans et qui me suit depuis mes 12 ans. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et voilà, elle chapeaute un peu tout ça. Elle est aidée par Sophie, sa collaboratrice. Maintenant, je suis parti de Vichy, donc Fabien m'entraîne plus et je suis entraîné en natation par Stéphane Leca, qui est le directeur technique de l'eau libre française. Puis j'ai un préparateur physique et mental qui s'appelle Bilal Bouraza. Et voilà, déjà, je pense que ça, c'est l'équipe la plus proche, avec qui je suis au téléphone très, très, très régulièrement, pour pas dire tous les jours. Et voilà, c'est grâce à eux, et c'est ensemble surtout qu'on va au bout de mes projets. Il y a aussi Harmonie Mutuelle qui nous réunit aujourd'hui pour ce podcast, avec qui tu as un lien qui là aussi s'est inscrit dans le temps. C'est une histoire de fidélité, on comprend avec les profils avec lesquels toi tu as évolué, avec Anne dont tu parlais, avec qui tu as travaillé, avec qui tu travailles encore aujourd'hui depuis plus de 10 ans. C'est quoi le lien avec Harmonie Mutuelle? Et puis vous avez des projets, vous avez une actualité toute chaude avec une web-série Tous Héros, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation et comment elle s'est nourrie au fil des années? Mais en fait, c'est hyper touchant à chaque fois avec Harmonie Mutuelle parce que ils font partie de mes premiers sponsors. C'est une des premières entreprises qui a cru en moi quand j'étais compétiteur à l'époque.
enfin, quand je faisais de la compétition paralympique, quoi. Et petit à petit, en fait, on a construit une histoire, quoi. Ils m'ont donné de plus en plus de choses à faire. Et aujourd'hui, je me retrouve à animer leur web-série qui s'appelle Tous Héros depuis quelques années déjà maintenant. Je vais pas dire le nombre d'années parce que j'ai peur de me tromper. Un petit coup de vieux. Ouais, ouais, je vais avoir un petit coup de vieux. Mais non, je crois qu'on est à la 4e ou 5e saison avec moi et non, je me régale. Et là, on va sortir dans quelques jours justement le premier épisode de cette web-série, de cette saison. Et en fait, le but de cette web-série, c'est à chaque fois d'emmener un guest sur des rencontres en fait avec des gens inspirants, toujours à travers le sport. Je me souviens la première saison qu'on avait faite, j'avais lancé des défis à Alain Bernard. Et en fait, en gros, je lui fais rencontrer 4 sportifs paralympiques. Et du coup, il a dû se mettre dans les mêmes situations que ces sportifs paralympiques. Et donc, du coup, il a fait de l'aviron avec les jambes attachées. Il a fait de la natation contre moi avec les poings attachés avec du scotch et les jambes dans un sac poubelle. Il était pas loin de la noyade, Alain Bernard. Ça fait drôle de dire ça, mais je te l'assure que c'est vrai. Bref, on a commencé comme ça et puis on a progressé. Et puis, cette année, voilà, on a 4 guests qui font 4 activités différentes et toujours avec de belles rencontres, de la rigolade et de beaux messages surtout. Et ce message, il est plus global. Il y a à la fois cette dimension de handicap, mais finalement, c'est le sport que tu célèbres et que tu magnifies avec cette web-série. Exactement, c'est ça. Franchement, on parle très peu de handicap dans cette web-série. Et puis, l'avantage avec moi, c'est qu'il n'y a pas trop besoin d'en parler parce qu'on le voit direct. Et voilà, il y a pas besoin d'en faire un frobage, quoi. Et on parle vraiment de sport, de rencontres. Voilà, là, on va partir en tournage avec France Piron, qui est une animatrice de l'équipe 21 et on va lui faire rencontrer une petite mamie de plus de 100 ans qui fait du yoga et qui est prof de yoga. Incroyable. Et c'est génial, quoi, tu vois, c'est ça la force de cette web-série, c'est d'aller à la rencontre de personnes inspirantes et qui utilisent le sport pratiquement au quotidien, quoi. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Harmonie Mutuelle pour retrouver, j'imagine que tu relayeras aussi sur tes profils, sur les différentes plateformes. Cette exposition-là dont tu bénéficies, est-ce que toi tu la vis comme une chance et une opportunité ou est-ce qu'il y a un peu le revers de la médaille qui est aussi une forme de pression, des attentes peut-être? Est-ce que tu deals bien avec ça en bon français? C'est compliqué comme question. En fait, c'est un peu un juste milieu à trouver en fait. Parce que d'un côté, je me sens très, 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 très privilégié de faire tout ce que je fais. J'ai beaucoup de chance d'avoir l'opportunité de réaliser certains de mes rêves. Puis d'un côté, c'est beaucoup de stress, quoi, parce que je suis sur différentes activités, avec le sport, avec la télé, avec les conférences, tout ça. Donc ça peut être un peu fatigant, surtout que j'ai pas de planning en fait à la semaine, quoi. Ça change tous les jours et tout. Mais c'est ce que j'aime en fait un peu dans ma vie. Il suffit juste de trouver ce juste milieu. Donc des fois ça passe pas, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer et du coup là il faut que je prenne le temps pendant 1 ou 2 jours et puis après c'est reparti, quoi. Et j'ai la chance encore une fois quand ça va pas trop, quand je suis fatigué et tout, de pouvoir switcher, de rentrer en Lorraine chez mes parents et dès que je retourne après à Paris, c'est reparti, quoi. Tu as plein de casquettes, on l'a dit, elles t'apportent, j'imagine, des choses différentes et de ce que je comprends, c'est important pour toi de pouvoir butiner, de passer peut-être de l'une à l'autre quand il y a de la lassitude ou aussi pour nourrir ta curiosité parce que c'est ça qu'on comprend aussi de ta façon d'être et de ce qui t'anime. Est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres casquettes? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie là dans les mois à venir? Pour le moment, non. Franchement, il y a déjà de quoi faire, là. Je suis bien occupé. Je te le cache pas, je suis bien occupé et le temps qui me reste. Après, je dis pas que je bosse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. Non. Bien ce serait pas bien pour toi. Et puis, franchement, dans ma tête, moi, je vois mes parents qui travaillent depuis même avant leurs 18 ans presque et qui se sont jamais plaints de leur taf et tout. Je me dis, moi, j'ai pas le droit de me plaindre alors que mes activités aujourd'hui elles sont trop cool, quoi. C'est juste génial. Mais donc voilà, j'ai pas trop le droit de me plaindre et le peu de temps qui me
qui me reste, parce qu'il me reste du temps quand même, c'est de passer des temps normaux, quoi. De passer des temps avec mes potes. Une bonne série sur le canapé de temps en temps. Une bonne série sur le canapé, des petites terrasses à Paris quand il fait beau. Pas aujourd'hui, ouais. Pas aujourd'hui, ça, on mangera à l'intérieur. Mais voilà, c'est aussi kiffer la vie, quoi. C'est de vivre normalement. Exactement. Ouais. C'est important d'avoir les deux aussi. C'est un moment exaltant où tu es hyper priviglié, puis les temps calmes. Ah ouais, c'est clair. Il y a aussi Paris 2024, que tu ne vas pas vivre comme athlète, mais tu es membre de la commission d'athlètes. Comment tu penses vivre ces Jeux Olympiques? Est-ce que tu vas tu vas en être un acteur, un contributeur engagé? Est-ce que tu vas être juste un spectateur passionné et enthousiaste, très simple comme tout le monde? Aujourd'hui encore, je peux pas trop te répondre. Je sais pas de quelle manière je serai engagé sur Paris 2024. Après là, aujourd'hui, déjà, je fais pas mal de choses en rapport avec eux. Je fais partie de la commission des athlètes. Donc c'est en fait une équipe de retraités et d'athlètes toujours en compétition qui se réunit en fait une fois par trimestre pour brainstormer sur Paris 2024. Et puis à côté de ça, j'ai une chronique qui s'appelle Demain les Jeux sur France Info où justement je vais dans les backstage des Jeux, tout ça, montrer un peu l'envers du décor. Et donc voilà, j'y suis d'une manière ou d'une autre. Pendant les Jeux, je sais pas encore si je travaillerai là-bas ou si j'irai juste en spectateur. Mais ça te met des étoiles, en tout cas, quand je te dis Paris 2024, pour toi, c'est une chance inouïe de vivre ça d'aussi près? Mais c'est une chance inouïe pour tous les Français, quoi. C'est une chance inouïe parce que je peux vous l'assurer, je pense que nous là, on n'en verra plus des Jeux à la maison. Donc non, je pense que les gens qui ont la possibilité d'aller faire un tour à n'importe quelle discipline, quoi, qu'on aille voir du tir à l'arc, de la natation, de l'athlétisme ou de la boxe, c'est les Jeux, quoi. C'est-à-dire que les athlètes qu'on va voir, ils consacrent leur vie à ce moment qu'on est en train de voir. Il y a des athlètes qui ont fait des sacrifices pendant 4 ans, même pendant toute leur vie, pour participer à cette compétition, pour être à Paris pour ces quelques centièmes qui feront la différence. 2024, pour ces quelques centimètres, pour ces quelques centièmes, pour ce crochet uppercut de plus. Bref, c'est ça qui va être complètement fou. Donc, puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller et tout ça, mais si on a l'opportunité d'aller y faire un tour, je sais qu'il va y avoir pas mal d'endroits de célébration gratuits, etc. Même voir les athlètes, quoi, c'est quand même fou, quoi. Donc voilà, ça va être un grand moment de sport et de partage, et j'ai hâte de vivre ça, quoi. Mais bon, par contre, ça va être la galère pour circuler. Ça on peut s'attendre à ça. Oui. Ça va pas être sympa, ça. Quelle place aujourd'hui trouve le sport dans ton quotidien, Théo? Une semaine type là, où il n'y a pas d'objectif en particulier, qu'est-ce que tu prends le temps de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, en fait, j'enchaîne entre cours entraînement en prépa physique dans une salle de musculation et puis une séance de natation où je nage pas non plus très très longtemps, où je nage une petite heure et j'essaye de caler ça 3-4 fois par semaine pour garder la forme et parce que j'en ai besoin, quoi. Je disais tout à l'heure que j'aime pas m'entraîner, mais j'aime le sport, quoi. C'est juste quand il y a un défi et quand je sais qu'il faut que je réalise telle chose à tel entraînement, c'est ça qui me met dans un état de stress et c'est pour ça que j'aime pas l'entraînement. Mais là, par exemple, quand j'ai pas spécialement de défi et tout et que je peux m'entraîner un peu comme je veux, là, j'aime bien aller me dépenser. Voilà. On regrette jamais. De toute façon, parfois on se pose la question, on traîne un peu, mais finalement. Ah ouais, non. Ça nous est jamais arrivé après une séance de sport nous dire je suis dégoûté, j'aurais pas dû, tout ça. C'est plutôt je me sens moins bien qu'avant. Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Merci beaucoup Théo pour ces premiers échanges. Ça permet de comprendre mieux d'où tu viens et puis où tu vas. On va passer désormais à notre rubrique du questionnaire de Proust. 5 questions philosophiques, je sais pas, mais en tout cas voilà. Si c'est philosophique, c'est pas gagné. Ça va envoyer du pâté. L'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Waouh! Un particulier ou de manière générale, c'est quoi? C'est quand tu fais quoi? Franchement, avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est le regard de mes proches. Hein. On en parle beaucoup et ouais, je pense que c'est ça, quoi. Ma plus grande fierté, c'est ça, de voir de la fierté dans leur regard. Et de se dire que ouais, on a galéré quand j'étais gamin, on a fait face à certaines difficultés, mais ça sert à vivre tous les moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. L'activité qui t'apaise le plus, on a parlé des moments un peu plus cool, un peu plus chill, c'est quoi le truc ultime qui te détend? Moi, je suis fan de musique. Okay. Je suis fan de musique. À mon anniversaire, j'ai eu un tourne-disque. Okay.
Et moi qui suis fan de son, et le tourne-disque, je trouve ça juste trop génial. Parce que quand on est en voiture et qu'on a notre appli de musique, on enchaîne tous les artistes, ouais. Bam, 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 bam. Et là, en fait, le vinyle, ça nous permet d'attendre, en fait, Il y a un cérémonial tout autour. J'adore. Et du coup, en fait, t'écoutes l'artiste jusqu'à la fin du disque et tout. Et voilà, je sais que quand j'ai besoin de me poser tranquille, même les soirs, quand je reviens d'une journée et tout, je me mets mon petit vinyle, un petit disque et tout. Je me pose sur le canapé, je bois un petit Coca Zéro. Et là, c'est royal. Un petit soleil qui rentre par la fenêtre, on est bien. Ouais. Bon, on a des idées de cadeaux pour avril de l'année prochaine. C'est ça. Prenons note des vinyles pour Théo. L'émotion que tu gères le moins bien? L'émotion que je gère le moins bien, ça n'a rien à voir, ça peut avoir avec le sport, hein, mais je stresse beaucoup des timings. Les timings me stressent. Parce que peur d'être en retard? Tout le temps, et en fait, malgré ça, j'arrive souvent en retard quand même. Là, ce matin, j'ai été bien. Ah ouais, nickel. Mais en même temps, je me suis levé 2h30 avant. Mais en plus, quand il pleut, il y a la circulation dans Paris, ça va être... Non, en fait, honnêtement, je pense que je suis quelqu'un de stressé, en général. Je suis quelqu'un de stressé. On n'a pas l'impression, c'est marrant. Ouais, mais je sais, et tout le monde me le dit, mais avec mes potes, avec les gens que je côtoie au quotidien, je leur fais péter des câbles parce que je suis tout le temps en train de demander il est quelle heure, d'essayer de calculer tout le temps. 11h10. Voilà. Non, mais voilà, je suis comme ça, un peu de nature stressée, mais au quotidien. Tu reçois beaucoup de messages, j'imagine. Enfin, j'ai entendu que tu avais une communauté extrêmement bienveillante, en tout cas une communauté des gens qui s'intéressent à ce que tu es, très bienveillante. C'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Quel est le type de message que tu lis ou de témoignage quand quelqu'un vient te voir? Qu'est-ce qui toi, t'émeut plus particulièrement? C'est quand on te dit quoi? Waouh, je dirais... en fait... C'est pas que ça m'émeut, mais ça me fait vraiment plaisir parce que moi, depuis tout petit, j'aime faire rigoler à la galerie. Et c'est quand les gens me disent « Je passe un trop bon moment avec moi, tu m'as fait trop rire ». Et en fait, moi, ma principale arme depuis tout petit, notre principale arme avec mes parents et tout, ça a été l'humour. On a toujours tout dédramatisé, tout ce qui pouvait nous arriver. On a toujours tout dédramatisé, on a toujours tout pris à la rigolade. Et en fait, c'est quand les gens me disent « tu me fais rire ». Et je trouve que c'est toujours bien d'être un peu le clown, quoi. Ouais, c'est important, c'est clair. La vie est bien plus belle quand on fait un peu le clown. Mais c'est clair. Merci beaucoup Théo pour cette présentation. Dans la deuxième partie de cet épisode, je te propose de partager avec toi 3 courses épiques qui ont marqué ta vie. Le Half Ironman des Sables d'Olonne. On va ensuite partir en Amérique du Sud à l'occasion du défi Titicaca entre le Pérou et la Bolivie. Et ensuite, on continue notre petit voyage. On va aller poser nos valises en Argentine lors du défi Coronda. Des expériences qui n'ont pas été de tout repos. Je pense que tu auras l'occasion de nous le dire. C'était pas un long fleuve tranquille pour le coup. Merci pour ces premiers échanges. On fait une petite respiration. Donc ça va durer quelques secondes pour nous. Pour nos auditeurs, ça veut dire rendez-vous dans quelques jours pour la suite de tes aventures. Et voilà, petite pause café. Pause café, pause tendresse. Merci beaucoup. C'était une série, ça, Pause café, pause tendresse. Il y a très longtemps, tu n'étais pas... Non, ça me dit rien. Je suis désolé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.